Benoît et Marvin jouent 2 fois par mois dans ce café français au centre de Varsovie. Chacun a épousé une polonaise et s'est expatrié, mais l'amour de la musique française est resté. Au répertoire, Aznavour, Brassens, Piaf, Cabrel et bien d'autres. Dans l'école où je travaille, j'ai organisé des ateliers de chansons. J'ai vu que ça plaisait, je me suis dit bon, si on pouvait le faire autour d'un verre de vin, ce serait plus sympa. Il y a des soirées où ça prend vraiment, il y a des soirées où c'est plus calme. Bon là, ce soir, c'est calme. C'est vrai que quand il y a des Français, ça aide parce que du coup, ils chantent. Et là, tout de suite, c'est une autre ambiance, quoi. Le français est aujourd'hui la 4e langue étrangère enseignée en Pologne. Priorité à l'anglais, universel, et à l'allemand et au russe parlé dans les pays voisins. Avec l'attrait d'autres langues exotiques et la baisse démographique, l'apprentissage du français est même en déclin. En 2000, près de 300 000 élèves polonais, toutes classes confondues, apprenaient la langue de Molière. En 2013, il n'était plus que 125 000. Nous souhaitons plus nous attacher à développer le français dans les classes, dans les petites classes, à développer l'enseignement précoce du français dans les écoles publiques mais aussi dans les écoles privées et à établir un parcours d'excellence francophone de la maternelle jusqu'à l'université. Dans le monde professionnel polonais, la situation de la France est paradoxale. Cette dernière est le 3e investisseur étranger en Pologne. Ses entreprises sont visibles partout à Varsovie, mais la langue courante y est l'anglais. Dominique Lesage, qui a travaillé en Pologne pendant 30 ans, a vu l'usage du français s'effondrer. La langue française n'est plus du tout aujourd'hui une langue liée au business. C'est une langue qui fait un peu figure de langue un peu désuète, qu'il est de bon ton de parler dans certains salons, mais qui n'est pas du tout une langue, plus du tout malheureusement une langue pratiquée. Il reste néanmoins en Pologne des nostalgiques du français. Tard le soir, Jacek Awryluk anime une fois par semaine à la radio publique polonaise une émission consacrée à la musique francophone. Il est beaucoup plus facile de parler anglais, allemand ou espagnol, mais pour des raisons sentimentales, nous aimons bien cette langue. Écouter le français sans devoir le comprendre ni le parler, le bon compromis pour les Polonais. Pour preuve, l'album de la chanteuse française Indila a été le CD le mieux vendu en Pologne l'année dernière. Pour quelques centimes d'euros, c'est la promesse d'une partie pleine de rebondissements. Ici, en Hongrie, les flippers ont longtemps été une passion populaire. Balázs est un mordu du jeu depuis qu'il est tout petit. Aujourd'hui, il se désole de voir de moins en moins de machines dans les lieux de vie de Budapest. Les flippers ont commencé à disparaître en Hongrie au début des années 90. Au milieu des années 90, on comptait 20 000 machines. Aujourd'hui, il n'en reste pas plus de 300 dans les bars, les pubs et ailleurs. Alors pour être sûr d'en avoir toujours un sous la main, Balázs a commencé à les collectionner. En 2009, il achète son premier flipper sur un coup de tête aux enchères et depuis, il ne s'est plus arrêté. Aujourd'hui, des machines, il en a tellement qu'il a ouvert un musée. 170 en tout, auxquels les visiteurs peuvent pour la plupart jouer dans ce qui constitue le plus grand lieu d'exposition en Europe. Les billards électroniques que l'on y trouve font tourner la tête. Heroic Fantasy, Western, Espace, les thèmes les plus extravagants sont exploités. Et toutes les époques représentées. Cette pièce américaine est la plus ancienne du musée. Voilà un jeu pour enfants qui date de 1871. On peut le considérer comme le tout premier flipper. L'innovation, c'est la poignée pour lancer les billes. Et puis comme vous le voyez, quand on dit pinball, on parle de ces petits clous entre lesquels passe la bille. Si les flippers disparaissent dans les bars et les cafés, c'est aussi qu'ils sont difficiles à réparer. Dans une partie du musée transformée en véritable salle d'opération, Janosch, spécialiste des flippers, redonne vie à des machines hors service d'une grande complexité. Il y a ces capteurs qui sont touchés par les billes. Ensuite, il lance un signal au panneau qui est de ce côté, qui envoie à son tour un signal au panneau de son qui déclenche le son de la machine. Ensuite, l'information est envoyée sur l'écran d'affichage, qui indique combien de points j'ai gagné en touchant le capteur. Sur le marché, les flippers se négocient entre 500 et de 10 000 euros pour les plus rares. Une passion coûteuse pour les collectionneurs, mais un passe-temps bon marché qui fait toujours la joie des joueurs occasionnels. Le Flipper Museum accueille jusqu'à 400 visiteurs par semaine.
Murs habillés d'aluminium, vaste espace de 3000 m², le petit frère du musée le plus connu au monde a de quoi surprendre. Le Louvre-Lens est sorti de terre il y a un peu plus de 2 ans et avec lui son projet le plus ambitieux, la Galerie du Temps. Ici, contrairement au Louvre parisien, pas de classification par département ou civilisation. Les quelques 200 œuvres sont réunies en un même espace de manière chronologique. Une scénographie inédite. Casser les codes établis dans les musées, c'était au cœur même du projet, c'est-à-dire de réaliser un projet finalement quelque part ex nihilo, avec des collections évidemment déjà constituées, mais sur un terrain qui était complètement neuf. C'était quelque part la contrainte, vous voyez, de devoir réunir l'ensemble de ces départements qui travaillaient finalement assez peu ensemble. Dans une collection déjà constituée avec un bâtiment ancien qui a lui-même une histoire, c'est évidemment beaucoup plus dur de repenser complètement la muséographie de zéro. Ça n'arrive jamais en fait. Antiquité, Moyen-Âge ou temps moderne, ici le regard est perpétuellement attiré par un dialogue d'une œuvre avec une autre. Objectif, permettre une nouvelle compréhension de l'humanité, mais aussi peut-être désacraliser l'art. Dans la Galerie du Temps, 74% du public vient dans ce musée pour la première fois. Si on vient pour la première fois dans un musée, qu'on vient pour cette première visite au Louvre-Lens, on est peut-être moins bousculé, je pense, mais c'est mon avis, que lorsqu'on a l'habitude de fréquenter des musées plus classiques où on a des repères assez figés parfois, et là on peut être assez déstabilisé, mais pour une première visite, au contraire, c'est pas du tout déstabilisant, c'est plutôt accueillant, désacralisant, désinhibant. Une scénographie sans doute plus parlante aussi pour les enfants. En avançant dans le temps, ils savent que c'est d'abord ce que l'on voit en premier, ensuite un peu plus tard et on avance vers le présent. Donc c'est plus simple d'aborder l'histoire dans la chronologie. 2 ans après, la Galerie du Temps a accueilli 1,5 million de visiteurs, dont plus d'1 sur 2 originaires du Nord-Pas-de-Calais. Cette scénographie pourrait avoir valeur de test pour les collections du Louvre parisien. Une silhouette de femme tournant le dos au peintre, un portrait d'homme défiguré, l'inclassable Pierre Bonnard est à l'honneur au musée d'Orsay. Je pense que c'est le peintre le plus incommode à classer où que ce soit. Et justement, on a essayé de dépasser ça en montrant le feuilletage de toutes les périodes qu'a traversé Bonnard, et c'est assez virevoltant. Post-impressionniste, japonisant avant l'heure, membre du mouvement d'avant-garde des Nabis dans sa jeunesse, Bonnard se différencie de ses amis Signac ou Vuillard par son utilisation éclatante de la couleur. Cette couleur nous ramène aussi toujours à la sensualité, à une forme de beauté qui est goûtée par tous les sens, non seulement les yeux, mais on a l'impression que certains tableaux sont aussi parfumés, que d'autres nous rappellent des sensations tactiles, des bruits aussi, du vent dans les arbres. Il y a toute cette dimension sensuelle et hédoniste dans la peinture de Bonnard. Le peintre consacre une grande partie de son œuvre à la vie intime, avec des angles de vue souvent inédits et une obsession manifeste pour les femmes dans les salles de bain. Bonnard est un peintre de l'intimité puisqu'il nous fait pénétrer dans des lieux intimes, mais c'est surtout un peintre de la modernité parce qu'il nous sort aussi de ce contexte confiné d'une pièce ou d'un sujet pour nous entraîner vers l'illimité de la couleur et de la lumière. Une lumière qu'il est allé chercher à Paris en passant par la Normandie jusqu'au sud de la France et la Méditerranée qui l'a beaucoup inspiré. Au XIXe siècle, la ville portuaire de Galatz brillait par son cosmopolitisme. Occident et Orient se croisaient dans cette ville roumaine à l'est du pays, où la langue française était très populaire. La bibliothèque départementale, héritée de l'époque, garde en son sein un témoignage inestimable du passé francophone de la ville. Dans une chambre forte sécurisée, une impressionnante collection de lettres de grands auteurs, dont Émile Zola, Jules Verne, mais aussi Mark Twain. À l'origine de cette correspondance se trouvaient les sœurs Schwartz, 3 jeunes roumaines d'origine juive,
passionnés de littérature française. C'est une démarche unique, inédite pour l'époque. La correspondance date de la fin du 19e au début du 20e siècle. Les lettres sont très précieuses sur le plan international car elles ont été rédigées par des personnalités de la culture universelle. En tout, ce sont plus de 700 lettres qui ont été conservées, mais aussi quelques photographies encore rares à l'époque. Tous ces documents avaient été confiés à la bibliothèque par la sœur cadette Emilia Schwartz en 1965. Parmi les expéditeurs, on trouve aussi des lauréats de prix Nobel comme Anatole France, Frédéric Passy et Sully Prudhomme. Ces échanges épistolaires traitent de nombreux sujets. Il s'agit de thèmes sociaux, politiques. Il y a eu aussi une correspondance avec Madame Dreyfus sur l'affaire Dreyfus et avec le célèbre archéologue français Salomon Reinach. On ne sait que peu de choses sur la vie privée des trois sœurs. Anthony, Rowena et Emilia n'ont jamais eu d'enfants. Elles ont consacré leur vie à l'éducation des jeunes filles pauvres pour qui elles ont créé une école. Aujourd'hui, la tradition francophone reste vivace dans la ville, grâce aux jeunes notamment. De nombreux lycées continuent d'enseigner la langue et une bibliothèque multiplie les événements pour que le français soit toujours lu et pratiqué. Je pense que nous resterons essentiellement francophones. Le plaisir de lire en français ne va pas disparaître. Comme les sœurs Schwartz, les lycéens de Galatz aimeraient bien eux aussi écrire aux célébrités d'aujourd'hui. Mais ils ne se font pas trop d'illusions, ce sont sans doute leurs assistants qui leur répondraient. En attendant, les correspondances des trois jeunes femmes restent pour tous ouvertes à la consultation à la bibliothèque de Galatz.